Vous écoutez Thérapie de la douleur, un épisode où je m'entretiens avec Clémentine. La douleur nous concerne tous. Pourtant, c'est un phénomène compliqué à cerner. Face à quelqu'un qui souffre, il est difficile d'être dans une pure écoute du ressenti de l'autre. Bien involontairement, nous interprétons, nous entendons au travers de notre propre histoire, notre culture, notre éducation, nos certitudes, nos peurs. Le médecin n'échappe pas à cette tendance face à la douleur de son patient. Clémentine est praticien hospitalier dans un service d'oncologie. Elle est très concernée par cette question. J'avais envie de parler surtout de la position du médecin face à la douleur du patient et finalement de tout ce que projette le médecin sur son patient et qui ne correspond pas forcément au ressenti de la personne. Donc je pense que finalement le rôle du médecin, ça va être de, si possible, offrir une page vierge, arriver avec une page blanche auprès de son patient et vraiment de recueillir en termes d'expérience sensorielle, physique, psychologique, tout ce qui résonne par rapport à son mal-être et pouvoir lui apporter une réponse, mais en essayant vraiment de faire abstraction de notre expérience personnelle et professionnelle, et en tout cas de ne pas projeter nos propres peurs face à la personne. Et les peurs qu'on projette, c'est plutôt face à la personne ou face à la douleur ? Face à la douleur, l'angoisse de mort. Tu peux donner un exemple ? Les exemples, oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir une douleur physique qui paraît minime, enfin en tout cas une lésion symptomatique qui génère un type de douleur qui ne soit pas très intense. Par exemple, un panari, si on prend quelque chose de simple comme ça, il y a des gens qui se roulent par terre et puis il y en a qui le négligent. Donc en fait, le rôle du psychisme par rapport à ça, et puis les souvenirs douloureux de la personne, en fait, font écho à ce moment-là, à cet instant dans sa vie. Donc il y a des panaris qu'on soigne sans antalgique, et puis il y en a qui nécessitent de la morphine. Donc en fait, il ne faut pas projeter dans l'idée, si soi-même on a été, parce qu'on est particulièrement sensible face à ce visuel, on peut projeter une douleur très intense. Oh là là, qu'est-ce que vous avez sur votre doigt ? Je vais vous prescrire un antalgique, sans avoir la simplicité de dire qu'est-ce que je peux faire pour vous, comment vous ressentez là, et d'attendre que la personne dise là je veux juste être soulagée, ou alors est-ce que c'est grave, est-ce que je vais être arrêtée, je suis cuisinier, enfin il y a des problématiques complètement différentes. Et donc la douleur projetée n'est absolument pas, n'est quasiment jamais celle que le patient ressent par lui-même. Autour de moi, beaucoup de personnes malades, même si elles reconnaissent la qualité et la technicité de la prise en charge médicale dont elles bénéficient, se plaignent que leur douleur n'est pas suffisamment entendue, voire même négligée. Mais c'est la personne qui n'est pas entendue. C'est-à-dire qu'on peut avoir, pour une douleur physique, un retentissement psychique majeur. Et si la solution du médecin « j'ai extrêmement mal, on va vous mettre un antalgique », plutôt que « comment je peux vous aider ?» C'est-à-dire la personne peut avoir besoin de dormir, ou peut avoir besoin d'un anxiolytique, peut avoir besoin d'un massage, peut avoir besoin de parler à un psy, peut avoir besoin de faire venir son fils pour avoir moins mal. Donc la réponse n'est pas le médicament. Donc comme le médecin prend rarement ce temps-là de l'écoute, se rend malheureusement rarement suffisamment disponible pour entendre la globalité et tout ce qui finalement fait écho à cette douleur, la réponse la plus rapide pour le médecin, c'est de prescrire un antalgique. Mais c'est quand même rarement
la réponse espérée. D'ailleurs, la plupart des gens, ils ne prennent même pas après l'antalgique. Parce que ça ne répond pas à leur douleur. La douleur psychique associée à cette douleur physique. C'est celle-ci qu'il faut entendre. Alors, parfois, on n'a pas de solution, mais d'offrir du temps, de se rendre disponible, d'acter, de reconnaître par ce temps accordé à la douleur psychique, ça peut suffire. Ça peut suffire souvent. Et même si on fait une consultation longue et qu'on n'apporte pas de solution concrète au patient, il peut ressortir en étant soulagé dans sa globalité. Pourtant, il y a souvent une réalité. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'un médicament qui peut être une aide, mais c'est qu'une béquille. La problématique, elle n'est pas forcément là. On voit bien avec les enfants. Les enfants prennent assez rarement des médicaments et ils ont des grosses douleurs psychologiques, digestives, physiques, psychiques. Voilà, on peut avoir un enfant qui pleure parce que ses parents se disputent, parce qu'il a mal au ventre, parce qu'il a faim, enfin pour 1000 raisons. S'il y a une blessure, effectivement, le parent qui va projeter sa douleur, « Oh mon pauvre, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tombé, vite, on va prévenir ton père, on va appeler le médecin, vite, je sors mon désinfectant !» Enfin, évidemment, ça génère une angoisse et ça fait un cercle vicieux. Donc l'enfant va finalement déclencher d'autres peurs, d'autres angoisses, donc d'autres cris, d'autres pleurs. Et on va croire que l'enfant a plus mal. L'accompagnement et l'écoute jouent un rôle majeur pour trouver le chemin du soulagement. Mais cela peut prendre des formes radicalement différentes selon les cultures. L'expérience de Clémentine en Inde montre le contraste avec l'approche occidentale. À l'âge de 21 ans, elle part pour une mission humanitaire en Inde, dans une léproserie à 40 km au nord de Calcutta. Elle est chargée des soins et de l'accompagnement des personnes qui viennent d'être amputées, tous les à côté en dehors du geste chirurgical, tout ce qui permet d'améliorer la qualité de vie suivant l'amputation. Clémentine précise que même si la lèpre entraîne une lésion des nerfs qui empêche de ressentir la douleur, l'amputation engendre des douleurs. On rentre dans un univers, une autre planète. Notre planète, parce que on rentre dans une salle d'opération vide de toute technologie, une table au milieu, une petite lumière au plafond, un chirurgien avec sa scie et une bouteille de désinfectant, et puis c'est tout. Pas de machinerie, pas d'incinérateur pour les membres amputés, absolument rien. La table au milieu, nue au milieu de la pièce. Avec une organisation des locaux qui organise 2 pièces, avec d'un côté la salle d'attente, une dizaine de personnes qui attendent, avec leur plaie de la lèpre, et puis une petite porte qui ouvre vers la porte d'opération, enfin vers la salle d'opération. Donc voilà, pas d'anesthésie, pas d'équipe d'hygiène, rien. Donc l'angoisse pour le médecin occidental qui se dit mais on ne peut pas opérer quelqu'un dans ces conditions, la confidentialité, les risques infectieux, le risque hémorragique, les antalgiques, enfin comment on va faire? Donc là, c'est là qu'on s'aperçoit que les choses se font quand même en fait. À des milliers de kilomètres d'ici, quand on n'a rien et qu'il faut quand même faire, on se débrouille avec les ressources propres qu'on a. Et donc là, comment on fait? Donc la personne qui va quand même avoir un bout de jambe scié, se place dans ce qu'on peut finalement reconnaître par une séance, je pense, de méditation, d'auto-hypnose, ou en tout cas une transe méditative, qui fait que tout simplement, du début à la fin, le patient n'a pas mal. Et puis... il est guidé par personne. Il est guidé par personne. Il sait faire. Il sait faire. Alors, soit ça lui a été appris, soit ça lui a été enseigné. Je ne sais pas. En tout cas, moi, tu l'as vu. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu avec des chants, pour moi, qui étaient religieux, avec un ton qui ne correspondait pas à la voix réelle du patient. Il émettait des chants. D'accord. Des chants indiens, probablement. Et tous les patients faisaient ça? Tous les patients faisaient ça. Des chants différents.
des sons différents. Donc c'était pas forcément des chants avec des mots, mais ça pouvait être des sons, des guturations, enfin des choses un peu impressionnantes. Et quand le chirurgien dit bah, c'est fini, progressivement la transe se termine. Et que fait le chirurgien? Il remet le membre coupé au patient qui sort brandissant dans la salle d'attente en étant applaudi, admiré. J'ai vaincu le mal, la maladie est là, elle est sortie de mon corps, je l'ai vaincue, faites comme moi, soyez fiers, soyez forts. Et on voit cet engouement, ce bonheur. Donc on est loin de la situation de peur, d'angoisse, de handicap, de peur des complications. En fait, le sens du geste prend tout son sens et du coup l'interprétation est totalement différente. Donc à aucun moment on donne d'antalgique, à aucun moment voilà, c'est quand même des expériences où après les soins locaux se passent pareil, sans antalgique, sans toute cette technologie qu'on peut trouver dans l'Occident. Et toi, tu les suivais pour surveiller les plaies? Voilà, alors là, pas de pansement à 300 € le pansement, pas de désinfectant à nouveau, un gros seau, la bassine d'ailleurs, hein, l'unique bassine qui passe de patient en patient, avec 10 litres d'eau et 3 gouttes de javel. On trempe le pied dedans, et puis au bout de 10 minutes, on ressort, une bande Velpo, et terminé. Le fossé est énorme, avec la prise en charge dans le monde occidental, où en plus de projeter ses propres douleurs ou craintes, le médicament est mis au centre. On rentre dans un système où le médicament devient la priorité, le seul enjeu de la discussion. Vous avez mal, est-ce que vous avez pris votre comprimé? Est-ce que 2 soulage mieux? Avec un demi ne suffirait pas? Là, vous n'êtes pas trop constipé avec ça? Enfin, tout tourne autour de ça, mais pas autour du ressenti de la personne. En fait, comment vous êtes? La plupart des gens voudraient ne plus prendre de médicaments, d'ailleurs. Voudraient prendre le moins de médicaments possible, juste ce qui est nécessaire, mais qu'on entende leur douleur. Oui, à cause de ça, mon mari m'a quittée, je suis seule, mon infirmière ne peut pas venir à 7h du matin, je l'attends jusqu'à 13h pour qu'elle me fasse le pansement, donc je ne vis plus de 7h à 13h. Donc voilà, les gens n'ont plus d'activité. Enfin, il y a tout le retentissement socio-psychologique autour de la prise en charge, alors que on pourrait faire autrement. C'est certain que quelqu'un qui a mal, lui demander qu'est-ce que je peux faire pour vous, c'est rarement donnez-moi un antalgique. Hein. Ça va être aidez-moi à dormir. Là, j'en peux plus. Si je peux dormir déjà deux nuits, ce sera bien. Donc après, c'est le rôle du médecin de dire alors, pour qu'il dorme 2 nuits, qu'est-ce qu'il faut faire? Un anxiolytique, un somnifère, un antalgique, un positionnement dans le lit, enfin des conseils techniques d'ergothérapie. Il y a plusieurs solutions. Le médicament antidouleur n'est pas la solution. Mais à partir du souhait du patient qu'il a réussi à identifier parce qu'on lui a accordé ce temps pour l'exprimer, on peut essayer avec notre connaissance de trouver ce qui va pouvoir correspondre au mieux. Après, il y a un tâtonnement, hein. Mais on se rapproche plus de la vérité que de supputer qu'il a très mal. C'est multifactoriel, il y a plusieurs façons de l'aborder, il y a plusieurs interprétations possibles, donc ça prend du temps de s'interroger sur comment on peut aider quelqu'un qui a mal. S'il suffisait de prescrire un antalgique, ça se ferait, les gens n'auraient plus mal. C'est pas le cas. Donc, Prendre le temps, cela semble être la clé pour faire connaissance, créer le lien, installer la confiance, dédramatiser. Donc en tout cas, je pense que la ressource principale du médecin, ça va être d'accorder ce temps, cet espace d'écoute en fait. L'écoute au sens large, hein. L'écoute de la parole, l'interrogatoire, mais aussi le temps de l'examen clinique. Palper, écouter, ausculter, percuter, tout ça prend du temps.
plupart des gens maintenant ne sont pas examinés par leur médecin. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Et tu penses que ton expérience en fait en Inde, elle t'a ouvert beaucoup Mon expérience en Inde m'a changé mon regard que je porte sur la médecine et sur les personnes malades. Et je suis pour ça, voilà, je me sens bien heureuse de l'avoir vécu aussitôt parce que j'étais novice, c'était au tout début de mes études, donc je n'étais pas ni formatée, formatée par le regard du médecin occidental. J'étais vraiment très naïve et très ouverte à tout ce qui pouvait être proposé comme soin au sens large. Et donc, sans le nommer, j'ai découvert le pouvoir de la méditation, de l'hypnose, l'auto-hypnose, ou les soins, la parole, le chant, enfin, en dehors des médicaments, parce qu'il n'y avait accès à aucun médicament. Donc, ça a changé ma vision. Et ça m'a permis de voir qu'on se trompe quasiment toujours sur le ressenti d'un patient. Et je me fais encore avoir maintenant. À projeter une douleur qui paraît évidente vu des lésions physiques. Et en fait, le patient ne réclame pas l'antalgique, ou en tout cas pas à hauteur. Aujourd'hui, en plus de son activité professionnelle dans le service d'oncologie d'un hôpital parisien, Clémentine contribue à faire vivre une structure dont elle est cofondatrice. Entourée de professionnels qualifiés et tous bénévoles, cet espace d'accueil de personnes touchées par un cancer offre des soins complémentaires aux traitements médicaux et chirurgicaux. De nombreuses activités, parmi lesquelles méditation, hypnose, mais aussi activités créatives, soutien social et psychologique. Une belle façon de prendre soin des personnes dans leur globalité. C'était Thérapie de la douleur, un épisode de Vraie Vie. Merci Clémentine pour ce témoignage si riche, pour cette belle énergie et cette saine compassion au service des autres. Vraie Vie est un podcast de Clarisse Gardet, réalisé par Calisson.